Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes à la seconde séance du mois de mars, au lendemain d'un très beau rebond à Wall Street, un Wall Street qui a enregistré des hausses considérables, avec notamment le S&P 500 qui a gagné 2,38%, c'est sa plus forte hausse depuis le mois de novembre 2020. Le Nasdaq a gagné 3%, le Dow Jones progresse d'1,95% et le Russell 2000 a gagné 3,37%. Alors, lors de la session d'hier, Wall Street a été clairement soutenu par les données PMI qui sont ressorties supérieures aux attentes. Il y a également cette stabilisation du marché obligataire. Il faut savoir que le 10 ans américain a fait face à une résistance, la résistance des 1,500%. Nous sommes actuellement aux alentours des 1,430. On a quelque peu stagné hier et donc on n'est pas reparti à l'attaque de cette résistance. On monte petit à petit. Nous sommes actuellement à 1,430. Alors, autre élément qui est venu soutenir Wall Street, bien entendu, ce plan de relance de 1900 milliards de dollars et ce nouveau vaccin de Johnson Johnson, un vaccin qui, je vous le rappelle, est à injection unique. Dans un tel contexte de rebond de Wall Street, les secteurs qui ont le plus performé sont les secteurs des technologies et de l'information, en hausse de 3,2%, et le secteur de la finance qui a gagné 3,1%. Par contre, en Asie, on a pu observer un sentiment baissier. On a eu un Nikkei qui a baissé de 0,8%. En Australie, le S&P ASX 200 s'est replié de 0,4% et les indices chinois se sont tous affichés en repli quand le Kospi coréen a réussi à gagner 1%. Alors les indices asiatiques se sont repliés après notamment que l'OMS est averti que le nombre de cas a augmenté la semaine dernière et c'est la première fois en 7 semaines, un sentiment baissier qui s'est vu renforcé par l'avertissement de la Commission de régulation de la banque et de l'assurance, hein, c'est la plus grande autorité financière en Chine. Donc, avertissement de la nécessité de prévenir des risques de bulles sur les marchés étrangers, mais également dans l'immobilier chinois. Donc, c'est Wall Street qui est directement visé. Et ici, on essaie donc de rapatrier les fonds asiatiques. Et la Chine prévient donc hein, contre ces bulles que l'on peut constater à Wall Street. À présent, concernant les banquiers centraux, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, on a eu aussi un dollar australien qui a légèrement progressé après que la RBA ait laissé donc ses taux d'intérêt inchangés. Il en va de même pour les paramètres de sa politique monétaire. À noter que la Banque centrale australienne ne prévoit pas de tension sur le marché du travail avant 2024 au moins. On a eu une déclaration également de la RBNZ en Nouvelle-Zélande et visiblement donc la RBNZ pourrait réduire le taux d'intérêt au comptant ou augmenter les achats d'obligations si nécessaire. On a pris connaissance également de certaines données. La Corée du Sud a préparé déjà un budget supplémentaire de 15 000 milliards de won pour soutenir les petites entreprises, protéger les emplois et faire l'acquisition de plus de vaccins. On a pris connaissance des dépenses d'investissement au Japon en baisse de 4,8% par rapport au quatrième trimestre 2020. On s'attendait à un repli de 2% en glissement annuel. Les autorisations de construire en Australie ont chuté de 19,4% en janvier. On s'attendait à une baisse de 3% en glissement mensuel. Le taux de chômage au Japon est resté à 2,9% en janvier. On s'attendait à 3%. On notera également la CBOE qui demande l'autorisation de coter l'ETF Bitcoin aux États-Unis. Concernant le calendrier économique du jour, donc voilà pour les principales données, les choses à savoir. Aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de données. On aura une première partie de séance qui sera rythmée par cette publication, donc l'IPCH flash de la zone euro. La seconde partie de séance sera rythmée par une donnée canadienne. Ce sera le PIB. Le PIB canadien, donc nous en prendrons connaissance à 14h30. On prendra connaissance également aujourd'hui, et ce sera important, ce sera les stocks de pétrole, l'estimation de l'API. Pourquoi ce sera important? Car les stocks de cette semaine hein, seront les dernières publications concernant le marché pétrolier avant la réunion de l'OPEP+, qui est prévue à la fin de semaine. Une réunion qui se tiendra dans un contexte de désaccord entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Ça nous rappelle un peu l'année dernière, à la même période, on avait un désaccord entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Il y avait eu une sorte de guerre des mots.
et donc ce qui avait abouti à un pétrole, en dessous de la barre, des zéros. Donc une réunion de l'OPEP+ à haut risque. Il faut savoir que les pays membres souhaitent augmenter les productions, hein. Nous avons atteint les cours du pétrole ont pas mal progressé et donc les pays pétroliers peuvent se permettre d'augmenter leur production à l'heure actuelle. On a eu un récent repli, hein, on le verra à très court terme. Cela, en données H1, cela s'est matérialisé par une petite figure de retournement, une épaule tête-épaule. On tente de se redresser. En tout cas, on sauvegarde les 60 $ pour le WTI. On est aux alentours des 63 $ pour le Brent. On passe sur le compartiment des indices boursiers, sur le marché action, avec un DAX, avec une poussée haussière du DAX. On commence déjà en données journalières. Un beau rebond, hein, du DAX. On rebondit. On a eu un nuage ici en renfort qui était renforcé d'ailleurs par une Kijun en palier. C'est ce qui a stoppé les baisses et permis donc ce rebond. Ce rebond au-dessus des 13 820. Je vous rappelle que les 13 820, ce sont les précédents records avant la crise du coronavirus. On fait face actuellement à une résistance de taille, le retracement externe de Fibonacci à 127,2% aux alentours des 14 050 points. C'est une grosse résistance, il faudra s'en affranchir pour espérer une poursuite de la hausse sur le DAX. On va essayer de détailler cela en données H4. Alors, belle poussée haussière, hein, alors qu'on s'attendait plutôt à un repli. Belle poussée haussière du DAX ici en début de séance européenne. Un DAX qui ne parvient tout de même pas à s'affranchir des 14 066 points. C'est le précédent sommet ici. C'est le sommet du 25 février. Et donc, une poursuite de cette hausse est conditionnée par une clôture au-dessus de ce niveau, ce qui nous permettrait d'envisager un DAX aux alentours des 14 150 environ, ici, ce sommet du 16 février, dernier rempart avant les 14 181 points. Pour l'heure, on n'y parvient pas, on se retire, on est vraiment allé à la limite qui nous permettrait donc de renforcer les perspectives haussières concernant le DAX. Et on est en train d'intégrer à l'heure actuelle ce canal baissier de court terme pour le DAX. Et donc, si le repli, si le retrait venait à se poursuivre, si on venait à se placer en dessous des 14 000 points, dans ce cas-là, ce serait un retour éventuel en direction des 13 900 points. Je vous rappelle que c'est une SSB, c'est un plat de nuage et ce serait le support à aller chercher avant d'aller se replier en direction des 13 850 points. Ce serait notre palier de Kijun et un franchissement de ce palier voudrait dire une sortie du nuage par le bas et donc dans ce cas-là, on pourrait envisager éventuellement un test du bas de notre canal baissier. Pour l'heure, nous sommes toujours collés sur le haut du canal baissier, même si nous sommes en train de nous retirer des précédents sommets et donc les perspectives haussières sont en train de se réduire au fur et à mesure que nous sommes en train de nous retirer et une clôture à l'intérieur donc de ce canal baissier pourrait présager des baisses en direction de ce niveau des 13 900 points et donc de ce palier de nuages. On passe à présent sur le CAC 40, un CAC 40 qui a ouvert avec un large gap baissier. Tout d'abord, la session de la veille, hein, on l'a vu, la hausse a été stoppée par une incapacité de sortir du nuage ici. Et donc, on est allé chercher le bas de nuage, la SSB, on a rebondi dessus, on nous a fourni par la même occasion un signal Ishimoku, un signal d'achat que l'on voit ici par cette sortie de nuage qui a été validée par la Lagging Span, une Lagging Span qui avait le champ libre depuis qu'elle s'était désengagée ici de ces différents obstacles, cette grosse bougie rouge et cette Kijun. Cela nous a permis d'aller marquer un sommet de court terme à 5800 points et ensuite un clôture gap baissier avec un gap qui a été comblé dans son intégralité. En début de séance européenne, on est en train de se retirer actuellement en dessous des 5800 points. On est à 5792. Donc attention à un éventuel retour ici aux alentours des 5770. Et on pourrait même se replier pour aller chercher ce niveau. C'est assez important pour le CAC 40, les 5755 points. C'est un palier de SSB, mais également la prolongation d'un palier de Kijun. Le Nasdaq qui donc sort de son nuage et effectivement ce qui a freiné la hausse en données journalières,
Ça a bien été, cette Kijun, en palier. On est en train de se replier actuellement. On a tenté de s'en affranchir. On a même clôturé au-dessus, mais il y avait un autre obstacle en renfort, cette, prolongation de palier de SSB à, 13 318 points très exactement et c'est, le niveau de clôture de la veille, le niveau d'ouverture d'aujourd'hui. On se replie depuis ce seuil-là. On teste actuellement, le niveau, de Tenkan. Qu'en est-il en données, intraday? En données intraday, ça s'est matérialisé, hein, cette résistance, sur le Nasdaq s'est matérialisée par une incapacité à sortir du nuage. On avait donc un palier de SSB ici et donc cela s'est, traduit par un repli en direction, de ce niveau de support, les 13 200 points, un seuil important pour le Nasdaq qu'il faudra casser, qu'il faudra briser avant d'aller chercher la Tenkan avec éventuellement, un retour vers la Kijun et ce retour vers la Kijun, cela représenterait un retour vers le seuil psychologique des 13 000 points. Le S&P 500, très belle progression hier, la plus belle progression depuis, le mois de novembre, 2020. On est allé marquer un sommet de court terme à 3 912 points. On se replie, on est en test, de notre Kijun à 3 873. On est pris en étau, hein, également avec ce niveau des 3 876. Attention, si on venait à franchir la Kijun, c'est un retour aux 3 860 qui pourrait être envisagé. Donc notre SSB de nuages, on retrouverait beaucoup d'SSB de nuages en cas de repli, hein. Ce n'est pas le cas pour le Nasdaq, en tout cas en données H4. Alors je n'ai pas vu le Nasdaq en données H1, peut-être qu'il nous présente une configuration similaire. Oui, effectivement, on pourrait aller chercher non loin. Donc, on avait abordé les 13 000 points et ça correspondrait à notre SSB de nuages en données H1. Et ici, nous sommes en train de tester la Kijun. Je reviens sur le Nasdaq en données H4 avant de revenir donc sur le S&P 500. Des configurations qui sont quasiment similaires. Nous sommes en test des Kijun qui sont en palier, qui font office de support. Et c'est le dernier rempart avant les SSB. Le Dow Jones, lui, est toujours à l'intérieur de son nuage. Il teste également sa Kijun. Et en cas de repli, ce serait pour aller chercher cette précédente zone à 31 270 environ, 31 250 à l'intérieur du nuage, hein. On est quasiment neutre pour le moment. Le Russell 2000 a très belle progression, hein, pour le Russell 2000 qui a réussi à franchir ici, à se hisser au-dessus de sa Kijun grâce à un gap haussier d'environ 1,5% qui nous hisse sur la Kijun, un gap breakaway, gap de rupture, car il nous permet de franchir un support. Et s'en est suivi un bel élan haussier qui nous a permis de franchir le nuage. Mais ici, on avait une résistance qui nous a freiné avant d'aller chercher les 2300 points. Je vous le rappelle, c'est un gros niveau, les 2300 points. Et cette résistance, ça a justement été ici un palier de Kijun, les 2282. On repart à la baisse, on teste notre nuage qui est notre dernier rempart avant les 2230. Donc en cas de poursuite de la baisse, on pourrait envisager un retour vers cette Kijun que l'on avait franchi grâce à un gap de rupture pendant la nuit. Le Bitcoin. Alors le Bitcoin, on ajoutera l'Ether aujourd'hui. On va voir le Bitcoin plus globalement. Tout d'abord en hebdomadaire, on voit qu'on avait eu un avalement baissier la semaine dernière, hein, ce qui était considérable pour le Bitcoin, ce qui est annonciateur soit d'un repli, soit d'un range. Cet avalement baissier n'est pas validé pour le moment. On progresse en hebdomadaire et donc on peut le mettre de côté. D'un point de vue journalier, nous avons eu un rebond sur les précédents, aux alentours des précédents sommets, les sommets du début du mois de janvier 2021. Donc le Bitcoin tient bon. Je vous rappelle qu'on avait eu une pseudo-figure de retournement en ETE qui a complètement été invalidée. On rebondit ici sur les sommets du début du mois de janvier. On s'attaque à la Kijun, on l'a franchie. Et à présent, la prochaine cible, c'est notre Tenkan, et qui n'est autre, hein, que le seuil psychologique des 50 000 dollars. Un seuil assez difficile à franchir. Alors, on pourrait poursuivre, hein, on pourrait consolider en dessous de la Tenkan, en dessous des 50 000 dollars. Pour l'heure, on est pris en étau entre la Tenkan et la Kijun, donc on est relativement neutre. D'un point de vue intraday, nous avions eu une pseudo-figure en ETE, on a franchi l'oblique baissière qui relie les différents sommets, ce qui nous a donné le signal de hausse, une hausse qui a été interrompue en s'approchant justement ici de notre nuage en données H4 et on temporise,
on se replie, donc impossibilité de s'affranchir des 50 000 $. On avait un nuage ici qui faisait office de résistance. Le nuage a bel et bien agi et a temporisé donc cette hausse du Bitcoin. Qu'en est-il de l'Ether? L'Ether a également bien rebondi. Lui sur un niveau relativement important, il a rebondi sur son précédent record historique, le record historique donc du 11 janvier, du début janvier 2018. Ça lui a servi de support et il s'attaque lui à sa Tenkan, dernier rempart avant sa Kijun, donc une forte zone de résistance avant d'envisager une poursuite de la hausse. On remarquera également ce test de nuage qui a permis à l'Ether de prendre son élan pour aller chercher ses prochaines zones de résistance. Et on voit ici le DAX en données 30 minutes avec cette belle mèche supérieure qui atteste de la présence de vendeurs. Je passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières avec tout d'abord ce graphique sur le gold en données hebdomadaires. C'est assez important ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a franchi une zone très importante de support, que ce soit en données hebdomadaires, de support de résistance d'ailleurs, en données hebdomadaires ou en données journalières. Et d'un point de vue hebdomadaire, on a eu une clôture en dessous du nuage. C'est un signal de long terme. De moyen terme, plus ou moins, on a une lagging span qui a plus ou moins le champ libre avant de rencontrer son nuage, ce qui pourrait présager un retour en dessous des 1 600 $. On a abordé les différents supports justement sur le gold et donc prudence ici à ce signal baissier qui pourrait se confirmer, se traduire par un passage sous les 1 700 $, voire sous les 1 600 $ pour aller chercher un support aux alentours des 1 580 $, un support qui serait une très belle opportunité d'achat pour le métal jaune en vue d'une reprise du gold. Et la faiblesse du gold qui vient se confirmer, incapacité hier à se hisser au-dessus des 1 765 $, et c'était bien le support à surveiller. C'était une précédente résistance ici en mai 2020. Ça correspond également au retracement de Fibonacci à 50% si l'on prend en compte ici cette hausse qui a perduré jusqu'à l'été 2020. Donc retracement de Fibonacci, précédente résistance qui est devenu support dans une inversion de polarité et donc ce niveau a bel et bien cédé à l'heure actuelle, confirmant ainsi la faiblesse du métal jaune, un métal jaune qui pourra aller chercher le retracement de Fibonacci à 61,8% sur le 1 690 $ l'once, voire à approfondir ces baisses en direction des 1000, donc le retracement Fibonacci pardon, à 61,8% qui représente les 1 690 $. Dernier rempart avant les 1 680 $, c'est un précédent support. Donc prudence sur le métal jaune, on le voit ici en intraday avec un momentum baissier qui est en train de s'accélérer. Qu'en est-il le silver également est faible. On est actuellement sur un gros support, le support des 26 $. Prudence si celui-ci venait à céder. Et donc des métaux précieux qui pourraient se replier. Le pétrole WTI étant tout simplement en pullback sur cette fameuse oblique baissière. On vient même la réintégrer. On le voit ici en données intraday. Une pseudo-formation en épaule-tête-épaule nous avait alerté de ce repli. À partir du moment où on a franchi la ligne de coup que l'on retrouvera ici, une ligne de coup donc, qui confirme la sortie par le bas du nuage. On a eu une accélération baissière, on est allé se rapprocher des 59,36, un précédent support que l'on retrouve ici, un niveau qui avait été, lorsque ce niveau était une résistance, il s'en est suivi une accélération haussière avec un gap haussier. C'est un niveau que l'on a retesté en tant que support, c'est un niveau donc, que l'on a retravaillé à la mi-février et c'est le niveau qui nous a permis de quelque peu rebondir. Donc prudence sur le pétrole, prudence cette semaine. Il faut savoir concernant l'OPEP+, comme le dit d'ailleurs le ministre de l'énergie saoudien, on ne peut pas prédire l'inattendu concernant les décisions de l'OPEP+. Donc une fin de semaine qui sera très certainement marquée par une incertitude concernant les pétroles, étant donné que des décisions vont être prises par les pays membres de l'OPEP+. À noter qu'il y a notamment cette mésentente avec la Russie et l'Arabie saoudite. C'est une configuration à haut risque pour le marché pétrolier. En attestent les événements de l'année dernière.
On est en dessous donc des 60 $ à l'heure actuelle concernant le WTI. Selon ces mèches supérieures, hein, on a tout de même une pression à la vente ici aux alentours des 60 $. Cette figure en épaule, tête-épaule a été beaucoup plus parlante, beaucoup plus belle, si je puis dire, sur le Brent. Voilà, en tout cas, on la voit beaucoup mieux sur le pétrole Brent et il s'en est suivi donc un repli. Nous sommes actuellement à 62, aux alentours des 62,60 le baril. De la même manière, hein, concernant le Brent, on est sur un niveau très important. C'est un niveau lorsque l'on l'avait franchi à la mi-février. S'en était suivi ce gap haussier. On est allé le tester à nouveau le 16 février et encore nouveau test le 17 février avant de repartir à la hausse. Donc un très gros niveau ici pour le Brent, les 62,60. S'il venait à céder, on le voit ici, hein, c'est à la fermeture d'un gap également à ce niveau-là et on pourrait donc aller chercher éventuellement, aller se placer en dessous des 62 $ aux alentours des 61, 85. Donc prudence sur les pétroles pour notamment cette fin de semaine à haut risque pour le secteur, pour le marché pétrolier. Le gaz naturel est en train donc de marquer une pause aux alentours de la borne basse de son canal haussier. Rien à signaler, hein, relativement neutre pour le moment. Très intéressant ce que nous dessine le métal rouge, le copper. On le voit ici, nous avons une probable figure en épaule, tête-épaule, après être allé chercher des sommets de 2011 hein, pour le copper ici, dans un élan haussier qui nous a permis d'aller chercher les 9550 $. S'en est suivi un repli, rebond ici sur la moyenne mobile à 100 périodes qui nous a permis de dessiner l'épaule droite. Et nous avons une belle ligne de coup à 8993. En cas de franchissement de cette dernière, on pourrait aller chercher les 8425 et c'est très intéressant. Cela nous permettrait de combler en partie le gap du 18 février. C'était donc une fenêtre qui est restée ouverte, un gap que l'on pourrait aller combler en partie en cas de réalisation de l'objectif théorique de cette figure en épaule. Donc gardons un œil également sur le métal rouge. Nous allons passer le métal rouge, on peut le voir ici hein, en données journalières, très belle progression avec ce sommet que l'on est allé marquer, un sommet qui date de l'année 2011, hein, très exactement. Ce sont des niveaux que l'on n'a pas revisités depuis cette période-là, donc depuis tout simplement 10 ans. On passe sur le marché des changes avec un biais vert qui pourrait peut-être préparer une envolée, qui est en train d'ailleurs de s'envoler déjà. On commence d'abord par l'hebdomadaire. On va prendre plus de temps à présent sur le biais vert. On voit qu'il y a on avait une sorte de consolidation hein, qui vient nous rappeler ce que nous avait fait le biais vert au mois d'avril 2018. Ça en était suivi une remontée haussière pour s'attaquer ici au nuage, une sortie du nuage par le haut et ensuite une évolution dans une hausse délimitée par un canal haussier. Alors, est-ce que le biais vert nous prépare le même scénario à l'heure actuelle? En tout cas, on en a l'impression, hein, de par la similitude de ces formations. Alors, on pourrait, en cas de franchissement de la Kijun, envisager une attaque du nuage qui pourra aboutir à un canal haussier, hein. Donc, si cette formation, ce scénario technique venait à se réaliser. En tout cas, c'est ce que nous annoncent les données journalières. On est en train de sortir du nuage par le haut. C'est ici un signal Ishimoku d'achat qui nous est donné. Et vous l'aurez compris, en cas de réalisation de ce signal qui sera conditionné à une validation par la Laginspan qui devra sortir du nuage par le haut également. Mais en cas de validation de ce signal Ishimoku, cela se matérialisait par un repli des paires en dollars américains, des paires en USD. En premier lieu, l'euro-dollar qui donne un signal également Ishimoku en sortant de son nuage par le bas. On est en dessous on est passé sous les 1,20. On a complètement invalidé la figure de retournement en épaule, tête-épaule, inversée. On sort du nuage par le bas et ici, ce signal Ishimoku pourra être validé lorsque la lagging span sera sortie par le bas et il pourrait s'en suivre un repli en direction des 1,17, 1,17 700. Donc cela pourrait présager un repli beaucoup plus profond pour l'euro-dollar, repli qui sera conditionné par ce scénario haussier du biais vert. Donc c'est très intéressant parce qu'on a d'un côté
Le dollar américain qui nous donne un signal Ishimoku d'achat en attente de validation par la lagging span que l'on retrouve ici. Et de l'autre côté, on a un euro-dollar qui nous donne un signal de vente symétrique, si je puis dire, en sortant du nuage par le bas quand le dollar américain sort du nuage par le haut, en attente également de validation par la lagging span. Donc ce scénario baissier pour l'euro-dollar sera conditionné à la validation du scénario haussier sur le biais vert. On le voit, la baisse est en train de s'approfondir en données intraday. On est en train de franchir cette zone des 1,20 25, on était pris en étau entre deux niveaux et à présent la hausse s'approfondit en direction des 1,1950, précédent sommet de la figure en ETE inversée. Donc voilà pour la paire majeure euro-dollar pour le billet vert, et ce repli sur les paires en USD vient peser sur l'AUD-USD, un AUD qui avait été quelque peu renforcé suite à la RBA, et on fait face à ce retracement de Fibonacci à 23,6%. On refuse de s'y attaquer et donc direction ici pour le moment les 0,7691, c'est le niveau de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. Et en cas de cassure de cette dernière, c'est direction le retracement de Fibonacci à 38,2%, soit les 0,7621. Le GBP-USD, lui, ne valide pas, ne donne pas de signal d'achat, en tout cas en données mensuelles. C'est très important ici, hein, les données mensuelles. On a eu une clôture en dessous de cette moyenne mobile exponentielle à 100 périodes, donc on a refusé de la franchir, on a refusé même de sortir du nuage, on est en train de buter à ce niveau-là et on se replie. Cela nous permet de marquer une pause. Donc avant c'était les données mensuelles pour une vision globale, on affine avec une donnée hebdomadaire. On voit qu'on est en train de marquer une pause après avoir testé la borne supérieure de ce canal haussier, hein, qui encadre les cours du GBP-USD en données hebdomadaires depuis fort longtemps, qui encadre cette belle remontée du câble. On marque une pause pour aller chercher la Tenkan à l'heure actuelle, et prudence en cas de cassure de cette Tenkan et de clôture hebdomadaire en dessous. Cela pourrait donc présager un repli plus conséquent qui permettrait d'aller tester notre Kijun sur un retour à la moyenne, qui nous permettrait de tester la borne inférieure de ce canal haussier que l'on n'a pas testé depuis fort longtemps maintenant, depuis novembre 2020 très exactement. Prudence sur le GBP-USD. En atteste ici ce graphique journalier avec donc une cassure actuelle de la Kijun. On n'a pas réussi à clôturer en dessus de la Kijun hier, mais on l'a fait aujourd'hui. On s'attaque à un niveau de support, un niveau de support qui permettait de cadrer notre vague haussière, qui nous donnait cette projection de Soda à 1,3955, hein. C'était le point haut ici du 10 février qui nous avait donné cette projection largement surpassée. On est en train de s'attaquer actuellement à ce niveau et on pourrait approfondir la baisse si on passe en dessous aux alentours des 1,3772, et une baisse qui pourrait même s'approfondir pour aller chercher les 1,3665. Donc prudence sur les paires en dollars américains face à ce signal d'achat qui nous a été donné. En tout cas, le GBP CHF parvient à résister après le pullback sur la borne supérieure. Je vous rappelle qu'on s'intéresse au GBP CHF avec une projection Ishimoku en données hebdomadaires, ce qui nous avait donné le signal d'achat depuis le franchissement, la sortie du nuage par le haut en hebdomadaire. Les cours sont en journalier. On est allé chercher une résistance qui n'avait pas été, un niveau qui n'avait pas été revisité depuis décembre 2019. S'en était suivi un repli, pullback sur la borne supérieure du canal haussier, et donc on est quasiment à l'équilibre à l'heure actuelle. L'USD-CHF, très beau signal ici, franchissement. Il y avait deux scénarios, hein, concrètement. Soit on refusait le franchissement de cette moyenne mobile à 200 périodes, donc une moyenne mobile de taille exponentielle, non, simple, pardon. Et donc, le scénario était par la suite un repli en direction de la moyenne mobile à 50 périodes. Soit on la franchissait, et là c'était un gros signal de hausse. Et pour l'heure, donc signal d'achat, il faudrait aller chercher, franchir les 0,92, 0,35 pour espérer aller chercher les 0,92, 93 pour l'USD CHF. Et bien entendu, c'est le biais vert qui progresse et donc qui nous donne un signal d'achat également face au CHF. Donc signal d'achat de l'indice US dollar, signal d'achat de l'USD CHF également. NZD USD, on marque une pause ici sur support. On a un nuage qui est en renfort en cas de repli, en tout cas incapacité de s'affranchir de la Kijun. Euronoc, très intéressant. Je vous rappelle que le NOC est donc
La Norvège est un important producteur de pétrole, donc le NOK est corrélé au pétrole. Tout simplement, il est une corrélation négative, hein, que l'on peut constater ici. On a quasiment un effet miroir à ce niveau-là. Et très intéressant de voir cette incapacité de l'Euronoc, hein, d'aller tester, d'aller chercher cette moyenne mobile exponentielle à 100 périodes, ce qui a permis donc d'invalider dans la foulée l'intégration du nuage. Donc perspective baissière, c'est assez intéressant comme signal. On a testé la Kijun et les perspectives sont baissières. On pourra aller chercher ici un précédent support aux alentours des 1,18, même plus bas, hein. Je vais essayer d'enlever le pétrole pour avoir une meilleure visibilité de mes prix pour l'Euronoc avec un éventuel support à 164. Donc 10, 164 ici, soit le creux de la mi-février. Ça pourrait être une cible au vu du refus d'intégration de nuages, franchissement de Kijun et d'un repli qui se poursuit. 4 CHF, donc on repart ici à la conquête des 0,7264. Sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Merci pour votre temps, merci pour votre fidélité. Alors, nous allons prendre un peu plus le temps, je pense que vous l'aurez remarqué pendant les Good Morning Market, avec notamment pas mal d'analyses en triptyque, hein, sur 3 unités de temps. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire sur le Forex, c'est ce qu'on a fait également sur le DAX, ce qui nous permet d'avoir une plus grande précision, mais également d'avoir une vision plus globale, une vision globale que l'on affine sur le très court terme. Donc on prendra plus le temps, on mettra peut-être de côté certains actifs qui ne donnent aucun signal, qui sont soit en range, soit qui ne font face à aucune actualité majeure, pour allouer plus de temps à certains actifs plutôt sensibles. Alors j'espère que vous allez valider, hein, cette nouvelle perspective pour le Good Morning Market. On verra donc peut-être moins de choses, mais on détaillera plus ce qui est important. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre temps. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, hein, par rapport à cette nouvelle vision, si je puis dire, du Good Morning Market. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain GMM, mais également pour la prochaine vidéo concernant les matières premières et les fondamentaux. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading. Au revoir.